Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI. En voici les titres de cette édition. La Côte d'Ivoire salue sur les avancées réalisées pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'était aux États-Unis d'Amérique à l'occasion du débat ministériel du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire de la Corée du Nord. Un code de bonne conduite pour garantir la transparence et l'équité dans la gestion des stocks au niveau de la réserve de sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO a été mis en place en juillet dernier au Mali. Des experts de la CEDEAO sont à Abidjan pour valider ce code. On en parle dans quelques instants avec Noël Nyagno Sakalou. Le puissant séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbres en Indonésie a fait 384 morts et des centaines de blessés. Et selon l'agence de gestion des catastrophes de ce pays, les victimes ont été recensées à Palu, ville de 350 000 habitants sur la côte ouest des Célèbres. Et nous commençons par cette information. 88 candidats pour 31 régions, 684 candidats pour 201 communes. Ces candidats sont en lice pour les élections municipales et régionales du 13 octobre ici en Côte d'Ivoire. La campagne a commencé hier vendredi. Les états-majors des candidats s'activent dans les différentes localités. Les équipes de la RTI sont aussi sur le terrain dans toutes les régions du pays pour la couverture de ces campagnes pour ces élections municipales et régionales. Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire salue les avancées réalisées pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'était aux États-Unis d'Amérique à l'occasion du débat ministériel du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire de la Corée du Nord. La Côte d'Ivoire se réjouit également du rapprochement entre les deux Corées, gage de la stabilité dans cette région du monde. Michel Digré. La dénucléarisation de la péninsule coréenne au cœur des débats de cette rencontre du Conseil de sécurité. La raison, les tensions sécuritaires persistantes dans cette région, induites par les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et les informations faisant état de la violation des sanctions du Conseil de sécurité, font peser des menaces sur la prolifération des armes à destruction massive. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire salue les dernières avancées en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et invite toutes les parties à consolider ses acquis. La Côte d'Ivoire invite la Corée du Nord au respect des obligations qui lui incombent, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle encourage les autorités nord-coréennes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Côte d'Ivoire salue les récentes mesures prises par Pyongyang à cet effet, dont la plus marquante reste à ce jour le démantèlement de son principal site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Il l'exhorte à faire davantage afin de créer un environnement de confiance réciproque avec tous les États de la région, ainsi que toutes les parties prenantes à la question du nucléaire nord-coréen. Pour la Côte d'Ivoire, seul le dialogue pourrait contribuer efficacement à pacifier cette région. La paix et la stabilité durable dans la péninsule coréenne ne seront possibles que par l'engagement de tous les États de la région à privilégier le dialogue et le règlement pacifique de leurs différends. À cet effet, mon pays est d'avis que les parties prenantes doivent renforcer entre elles les relations de confiance. À cet égard, il note avec satisfaction le réchauffement des relations entre les deux Corées, matérialisé par le 3e sommet en un an entre les présidents nord- et sud-coréens à Pyongyang en septembre. Marcela Montano invite le Conseil de sécurité à soutenir le processus de normalisation en cours tout en restant ferme dans la mise en œuvre du régime des sanctions pour une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. En marge de ces travaux, le ministre Marcela Montano a reçu en audience son homologue nord-coréen. Michel Digré, un code de bonne conduite pour garantir la transparence et l'équité dans la gestion des stocks au niveau de la réserve de sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO a été mis en place en juillet dernier au Mali. Des experts de la CEDEAO sont à Abidjan pour valider ce code. On en parle avec Noël Nyagno Sakalou. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 26% de la population âgée de plus de 15 ans en Afrique subsaharienne
ont été confrontés à une situation d'insécurité alimentaire en 2014-2015. Récemment, au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, on a noté des cas d'insécurité alimentaire. D'abord, le Nigeria, en août 2017, la Commission a pu intervenir en mettant à la disposition de l'État fédéral du Nigeria 1130 tonnes de céréales. Ensuite, cette année, en août passé, nous avons, avec la situation difficile que connaissent certains de nos États, notamment le Burkina, le Niger et le Sénégal, le Cap-Vert, le comité de gestion de la réserve s'est réuni et a décidé d'accompagner également ces pays à travers des stocks de la réserve. Ainsi, 6 525 tonnes de céréales ont été mises à la disposition pour les populations du Niger sous forme de prêts, et de même 4 003 tonnes de céréales ont été mises à la disposition du Burkina Faso également. En Côte d'Ivoire, par contre, il est constaté une réduction de l'insécurité alimentaire due à la mise en œuvre du PENIA, Programme d'investissement agricole de première génération. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a renoué avec le programme Kekino. Donc le premier s'est passé de 2012 à 2016 et ce programme a véritablement repris en main l'outil de production de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à la sortie de la crise, on a véritablement tout perdu. Donc il y a eu un programme de renforcement d'équipements agricoles, de production de semences certifiées de qualité, donc ce qui a fait que toutes nos productions ont augmenté. Comment faire jouer la solidarité entre pays de la CEDEAO, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en cas de crise de sécurité alimentaire, ou comment organiser une espèce de vase communicant en cas de crise grave? Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont mis en place l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, en 2013. En mai dernier à Bamako, les experts ont élaboré un code de bonne conduite de gestion des stocks de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. 5 mois après, ces derniers sont à Abidjan pour valider l'étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks, avec en plus la volonté de recherche de financement par les États eux-mêmes. Voir que les États puissent contribuer vraiment à la constitution même de la réserve régionale. Parce que cette réserve que nous venons de distribuer tout de suite a été totalement financée par l'Agence française de développement à travers l'AFD. Et là, il faut dire que c'est toujours les partenaires qui ont payé. Il faut que les États y pensent et y mettent la main dans la poche pour que la réserve soit vraiment un produit totalement régional et sous-régional, notamment africain. La vraie sécurité alimentaire est à ce prix. La 5e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a démarré hier vendredi ici à Abidjan. Occasion pour le Conseil Café Cacao de faire le bilan de ses activités, des activités fortement perturbées par la chute des prix à l'international malgré une augmentation de la production nationale qui a encore dépassé les 2 millions de tonnes. Lanciné Bakayoko. Comme c'est le cas depuis 2012, le niveau de la production de fèves de cacao pour la campagne 2017-2018 a été maintenu en hausse, franchissant le cap des 2 millions de tonnes. Pourtant, au 16 septembre 2018, le revenu brut global perçu par les producteurs de cacao est ressorti à environ 1356 milliards contre 2024 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, en partie à cause du déclin des exportations, soit une baisse de 33%. On a observé des difficultés d'approvisionnement liées au grainage du cacao. Ce grainage anormalement élevé était principalement dû au changement climatique constaté ces dernières années. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures afin de rassurer les opérateurs et sécuriser les transactions commerciales. Un audit du système de commercialisation a ainsi été diligenté et une nouvelle équipe dirigeante placée à la tête du Conseil Café Cacao. En vue de stabiliser durablement la filière, d'importants chantiers sont aujourd'hui ouverts. Les chantiers en perspective portent sur la transformation du cacao afin d'accroître la valeur ajoutée dans la chaîne des valeurs du cacao, la lutte contre la maladie du Schoellenschut du cacaoyer, la recherche d'une stratégie commune entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue de mieux coordonner nos efforts en action
en matière de communication, de commercialisation du cacao. Pour atteindre cet objectif, un cadre de concertation avec l'ensemble des différents acteurs a été créé. Des mesures destinées à améliorer la compétitivité des entreprises de broyage et à promouvoir les investissements privés ont également été prises. Ces mesures sont, entre autres, des facilités ou des arrangements fiscaux accordés aux unités industrielles de broyage de cacao et la réservation d'une proportion des droits d'exportation à ces unités au cours de chaque campagne intermédiaire. Des discussions sont en cours avec les bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources financières additionnelles. Pour les producteurs, principaux bénéficiaires de tous ces projets, les 5e journées du cacao et du chocolat, couronnées de récompenses aux meilleurs paysans, donnent un avant-goût de la détermination du gouvernement à valoriser la filière. Ces éditions font en sorte que les producteurs que nous sommes améliorent la qualité de leur cacao, améliorent leur travail et ça nous incite aussi au travail bien fait. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime. Les producteurs ont été récompensés aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Les sociétés coopératives aussi ont été plébiscitées aujourd'hui. Tout cela a concouru à montrer l'importance que le producteur a dans cette chaîne de valeur. C'est l'un de nos objectifs. Selon le Conseil Café Cacao, les actions sociales comme l'adduction en eau potable, l'électrification, la santé et l'éducation vont être intensifiées en faveur de ces valeureux producteurs. Lancée chez Bakayoko, la conférence internationale sur le caoutchouc va se tenir en octobre ici à Abidjan. 300 participants en provenance de 15 pays sont attendus. L'information a été donnée par le comité d'organisation. C'était au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIERCA. Didier Nguessan, Jean-Jacques Kwamiala. Du 22 au 24 octobre prochain, la Côte d'Ivoire accueille la conférence internationale sur le caoutchouc, une rencontre annuelle entre pays producteurs de caoutchouc naturel, chercheurs et industriels. Elle va servir de cadre de réflexion afin de répondre aux problématiques actuelles du secteur, entre autres la chute du prix du caoutchouc naturel et les difficultés d'exportation du produit. D'où le thème « Contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et la préservation de l'environnement ». D'éminentes personnalités du caoutchouc naturel feront connaître les résultats obtenus par les différents instituts de recherche et de développement. Aussi, j'invite tous ceux qui s'intéressent à l'hydroculture et au caoutchouc naturel à assister à cette conférence pour découvrir, apprendre, comprendre, se former ou avoir des réponses aux interrogations qui sont de leurs différents centres d'intérêt. Le ministère de la Culture et du Développement rural apporte son soutien aux producteurs pour la réussite de cette conférence. Pays hôte de la conférence internationale sur le caoutchouc en 1976, la Côte d'Ivoire accueille pour la 2e fois ce rendez-vous pour le compte de l'Afrique. Ce choix, selon Eugène Crémier, s'explique par le progrès du pays en termes de recherche scientifique et de rendement. Avec une production d'environ 600 000 tonnes en 2017, la Côte d'Ivoire est le 7e producteur mondial de caoutchouc naturel. L'Agence américaine pour le développement USAID a organisé en collaboration avec le ministère du Commerce et la Chambre de commerce et d'industrie le lancement de la cellule de gestion du portail commercial. Cette cellule est une interface entre administrateurs et usagers du portail commercial. Elle aura pour rôle de faciliter aux usagers l'accès à l'information commerciale. Nadia Eya, Cheikh Kodé Aboubakar. Créé pour favoriser l'information et la transparence dans les échanges commerciaux, le portail web d'information commerciale PWIC s'inscrit dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges commerciaux préconisé par l'Organisation mondiale du commerce. La création de ce portail est le fruit de la collaboration entre l'Agence américaine de développement international USAID et le gouvernement ivoirien. Dans la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges, les pays en développement, dont la Côte d'Ivoire, une facilité leur est donnée. Il s'agit pour eux de solliciter tout partenaire de développement pour l'aider. L'USAID est là en tant que partenaire technique, partenaire financier, partenaire de développement
pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de la mise en œuvre nationale de cet accord. Le PWIC comprendra notamment la classification et les tarifs des marchandises, les lois et règlements ainsi que les procédures commerciales. Pour en assurer la bonne gestion et la durabilité, une cellule de gestion du PWIC a été créée. Elle est composée de 3 membres permanents et de 26 points focaux issus des différentes administrations. En nous conformant à ces obligations qui nous lient à notre pays membre partenaire de l'OMC, on permet à nos usagers véritablement de faire leurs activités commerciales en toute sécurité et en connaissance de cause. C'est le lieu pour moi, sincèrement, de féliciter tous les points focaux et toutes les bonnes volontés qui se sont, je dirais, impliquées dans ce travail, parce que c'est vraiment votre implication qui va permettre de le rendre très utilitaire. L'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC a été ratifié par la Côte d'Ivoire en 2015. Il permettra de réduire le coût du commerce de 14,3% et accroître le commerce mondial de 500 000 milliards de francs CFA par an. De nombreuses entreprises font face à de multiples mutations de travail. Les métiers liés aux finances n'échappent pas à ces changements. Pour maintenir le cap et affronter tous les défis, les professionnels des finances et de la comptabilité se sont retrouvés à Yamoussoukro pour un partage d'expérience. Abdul Kader, Segodego, Guédjumon, RTI Boaké. Des directeurs financiers et comptables, des trésoriers, banquiers, experts comptables et autres professionnels des finances et de la comptabilité se retrouvent à Yamoussoukro pour la 4e année consécutive pour des journées qui leur sont dédiées. Ils échangent autour d'un thème, les nouveaux enjeux des directions des finances et de la comptabilité et performances des entreprises. Reviser, apprendre et partager pour la bonne santé des entreprises dans un monde en perpétuelle mutation. La vision des JNFC, elle est assez simple, c'est de trouver une plateforme d'échange de participation, d'échange d'expérience, d'échange de bons procédés, d'échange de réflexion locale. Des sessions de formation sur le financement des entreprises par les marchés financiers ou encore l'évolution des normes et de la législation des finances et de la comptabilité à travers le SISCOA révisé et la nouvelle annexe fiscale. Des sessions bien animées et profitables aux participants. Compte tenu de la position stratégique de notre profession dans le domaine de la comptabilité, de l'audit et des finances, nous avons estimé qu'il était judicieux de soutenir une telle initiative. Les Journées nationales des finances et de la comptabilité s'inscrivent dans le cadre des Journées nationales métiers 2018, une initiative du groupe RH Mag en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a abrité une réunion qui porte sur l'aménagement des baies lagunaires. Les responsables de ce ministère ont reçu une forte délégation française pour échanger sur ce sujet. L'objectif de cette rencontre, restaurer le milieu lagunaire, principalement celui d'Abidjan et de ses environs. Adrienne Grascando. Sachets plastiques, pneus usés, boîtes, bouteilles, autant de déchets solides qu'on retrouve dans les lagunes et sur les rives. Ces objets constituent un véritable problème de pollution dans le milieu aquatique avec des odeurs insupportables. Le gouvernement ivoirien a donc initié un programme global à travers le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL d'aménagement des baies lagunaires, principalement celle de Cocody. C'est dans ce cadre qu'une délégation d'experts français du Conseil régional de la loi en France, conduite par Christine Guiraud, est à Abidjan pour réfléchir sur la faisabilité du ramassage de ces déchets et comment les valoriser. L'idée est de donner fière allure au milieu lagunaire. Notre expertise là-dessus va être déjà, dans un premier temps, de réaliser une étude qui va nous permettre de définir quel système de collecte, quel système de traitement de ces déchets sont adaptés localement. Pour l'atteinte de ces objectifs, le SIAPOL a mené des démarches en vue de mobiliser des fonds extérieurs. On est allé en France rencontrer la région, les pays de la Loire, pour qu'ils nous appuient à rechercher des financements pour venir étudier plus la gestion des macro-déchets. Ils nous ont proposé, un plan d'action en 11 fiches projets pour améliorer
le système lagunaire d'Abidjan. Des études poussées pour la collecte et la valorisation des macro-déchets de la baie de Cocody afin d'éradiquer ces polluants vont démarrer dans le mois de décembre 2018. Il est difficile pour les usagers de l'axe Bonois-Grand Bassam de circuler. La voie qui relie ces deux cités de la région du Sud Komoué est coupée par les eaux au niveau du village de Yaou, village qui lui-même est englouti par les eaux. Selon les informations recueillies, la sortie d'un cours d'eau de son lit est à la base de cette situation. Les automobilistes sont donc obligés de faire le détour par le village de Yaou. Le 28 septembre de chaque année consacré à la Journée internationale d'accès à l'information, la CIJDP est l'autorité en charge de veiller au respect du droit des citoyens et d'accès aux informations et documents détenus par les organismes publics, ce qui suppose que les citoyens peuvent se plaindre et saisir les structures et porter sa connaissance la violation de leur droit à l'information. Gabriel Zani. Réunis en comité restreint, des notables d'Abadjien-Kouté, village de la commune de Songon situé dans le district d'Abidjan, et le chef d'un village voisin font le point des terres dont ils sont propriétaires. Cette revue des terres pousse bien souvent ces communautés à s'informer sur la nature des accords de convention signés entre l'État ivoirien et les sociétés de promotion et véhicules installées dans la région. La plantation de la TRCI est située sur son territoire coutumier. Le village s'est senti obligé d'approcher le comité de privatisation pour avoir une copie de la convention signée entre l'État et les repreneurs de l'ex-SAPH. Le comité de privatisation, dans un premier temps, a refusé de nous communiquer ces informations. La demande rejetée, le village d'Abadjien-Kouté a saisi la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Nous avons adressé une lettre à la KIDP pour dire que nous contestons la décision du comité de privatisation et c'est à la suite de cette lettre-là que la KIDP a rendu sa décision. La décision de la KIDP est tombée en juin 2017, après sa saisine en février de la même année par la communauté villageoise, soit 5 mois après l'intervention de l'institution auprès de la compagnie dont les plantations d'EVA s'étendent sur près de 1500 hectares. De 2016 à 2017, la KIDP a rendu une dizaine de décisions de ce type, obligeant les administrations publiques ou privées à rendre accessibles des documents publics. Nous avons reçu jusqu'à ce jour 117 demandes et puis saisines. Il y a eu 107 demandes pour lesquelles nous avons fait de la facilitation. Donc les récurrents ont pu obtenir les dossiers, les documents demandés. Et il y a eu 10 pour lesquels nous avons rendu des décisions. Toutes ces décisions se retrouvent sur le site de la KIDP. Leurs recours sont souvent examinés par un comité de commissaires composé de juristes et d'universitaires. Quand vous nous saisissez, s'il s'avère que votre demande est recevable, on planche maintenant sur la nature du document que vous demandez. Est-ce que c'est un document public? Oui, il est public. Est-ce qu'il fait partie des documents qui sont communicables? Si oui, on essaie maintenant de voir avec la structure qui devait donner l'information, pourquoi est-ce que le document n'a pas été donné. Le commissaire, à l'unanimité, rend une décision pour demander à la structure publique de communiquer le document au requérant. Le mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, a aussi eu recours à la KIDP. Il s'agissait d'un dossier qui oppose une association de chauffeurs dans la commune de Cocody à la mairie. Donc, nous avons demandé à la mairie de transmettre le document. Malheureusement, la mairie n'a pas répondu et donc nous avons saisi la KIDP qui a enjoint la mairie de remettre le document. La mairie a remis le document à la KIDP qui ensuite nous a transmis le document. Des succès qui renforcent le travail de la KIDP, créée en 2013 par la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 en son article 19. Mais l'institution a débuté ses activités après la prestation de serment des commissaires en juin 2015. La loi nous permet d'avoir des points focaux dans toutes les administrations assujetties à la loi elle-même.
par administration assujettie à la loi. Nous avons tous les ministères, nous avons toutes les sociétés d'État, nous avons toutes les administrations publiques, nous avons également des sociétés privées pour lesquelles l'État a concédé une mission d'intérêt public. Chacune de ces structures crée en son sein un point focal qu'on appelle dans la loi le responsable de l'information. Le citoyen s'adresse d'abord aux responsables de l'information dans les structures qui sont assujetties à la loi. La KIDP est une autorité administrative indépendante. Si au recto, elle affiche la transparence dans la gestion des affaires publiques, au verso, l'institution illustre bien la volonté des pouvoirs publics d'octroyer à tous un pouvoir de contrôle sur ses décisions. Lorsque le document ne lui est pas remis, malgré les relances et autres, mais il faut savoir qu'il y a un délai. Le délai pour le journaliste et l'enseignant et le chercheur, c'est 15 jours. Le délai pour les autres catégories de professions, c'est 30 jours. Mais passé ces délais, la KIDP doit être saisie. En cas de falsification ou de destruction de documents publics demandés par un requérant suite à la saisine de la KIDP, les sanctions vont de la simple amende à la peine d'emprisonnement. Ces sanctions sont infligées par la justice pénale. Voilà, les citoyens peuvent se plaindre et saisir les structures de la KIDP et porter à sa connaissance la violation de leur droit à l'information. Le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo a célébré sa traditionnelle fête patronale dénommée Saint-Maurice, patron des Fantassiens, autour du thème « Le soldat est nouveau face aux défis environnementaux ». Cette célébration a réuni pendant une semaine les militaires de cette unité autour d'activités sportives et caritative ouverte au grand public. Abou Sanogo. Saint-Maurice, fête de l'infanterie, l'incarnation de la foi et de l'honneur des Fantassiens. Patron des Fantassiens célébré au premier bataillon d'infanterie d'Akwedo. Un thème au cœur des festivités. Le soldat nouveau face aux défis environnementaux. À travers ce choix, les soldats du premier bataillon d'infanterie entendent installer la problématique du développement durable au cœur de l'engagement militaire. Pendant une semaine, les militaires de cette unité ont communié avec leurs frères d'armes à travers un footing pour renforcer la cohésion entre eux et vivifier le lien armée-nation. Un dépistage gratuit du diabète et une consultation ophtalmologique ont été offerts à la population quand un don de sang a permis au Centre national de transfusion sanguine de recueillir de nombreuses poches auprès des militaires. La clôture de la Saint-Maurice a été marquée par une cérémonie militaire à la place d'armes colonel Oulaï Zaon Gaston, qui a réuni l'ensemble des unités de l'armée de terre stationnées à Akwedo, où les soldats se sont souvenus du sacrifice de Saint-Maurice qui a préféré l'honneur à la félonie, la conviction à la compromission au péril de sa vie. Pour l'histoire, c'est le 22 septembre 302 qu'un officier de la Légion romaine du nom de Maurice a reçu de Jules César, son supérieur hiérarchique, l'ordre d'assassiner de nombreuses personnes pour le délit de croire en Dieu. Maurice refusa d'obéir à l'empereur romain qui ordonna sa mort immédiate et celle des 6600 soldats de son armée. C'est en souvenir de la bravoure de ce chef militaire que les soldats de l'infanterie du monde entier l'ont adopté comme saint patron et le célèbrent tous les 22 septembre. Abou Sanogo, les commandos parachutistes célèbrent aujourd'hui le Saint Patron qui est Saint Michel, l'un des 3 archanges de la Bible avec Gabriel et Raphaël. Rappelons que c'est Saint Michel qui a pris la tête de l'armée céleste pour défendre le bien. Les 255 chrétiens et évangéliques ivoiriens poursuivent le pèlerinage 2018 en Israël. Ils ont visité mercredi dernier plusieurs sites, notamment le tombeau de Christ, la montagne de Sion et le mur de la Lamentation. Nous aurons le reportage de Juliette Aouya dans nos prochaines éditions. Et puis le puissant séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes en Indonésie a fait 384 morts et des centaines de blessés selon l'agence de gestion des catastrophes de ce pays. Les victimes ont été recensées à Palu, ville de 350 000 habitants sur la côte ouest des Célèbes. Voilà,
Eva Michel Mambo a supervisé cette édition. Merci aux techniciens, merci également à la réalisation et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.